En France, comme dans beaucoup de pays aujourd'hui, un phénomène revient sans cesse dans les enquêtes comme dans les conversations du quotidien. Une fatigue diffuse, persistante, difficile à nommer. On voit un tas de personnes qui ont objectivement une vie plutôt stable et qui décrivent malgré tout une sensation d'épuisement dès le matin. Une baisse de la motivation générale et l'impression que la moindre demande sociale, le moindre message, le moindre mail devient un effort. Face à cette douleur créée par le manque d'énergie, on observe alors deux réflexes fréquents. Le premier consiste à chercher une explication purement biologique, du type hormones, carences, sommeil, alimentation. Et le second, plus insidieux, consiste à transformer ce type de symptômes en un jugement moral, avec des autocritiques du type « je suis paresseux, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas fait pour ce monde ». Or, dans une grande partie des cas, la fatigue chronique n'est ni exclusivement biologique, une question de force de caractère. Elle est aussi le résultat de dynamiques égotiques très précises, des manières d'anticiper, de contrôler, de plaire, de ressentir ou d'éviter qui finissent par vider les ressources internes. L'objectif de cette vidéo est simple, c'est de montrer que si on ressent tous la fatigue sous le prisme du même symptôme, à savoir le manque d'énergie, les raisons qui nous y amènent doivent être comprises de manière personnalisée. C'est pourquoi on va faire en sorte d'abord de rappeler rapidement les facteurs biologiques à ne pas négliger, puis de proposer une lecture de la fatigue comme un symptôme de fonctionnement psychique particulier. Ensuite, on va illustrer ce fonctionnement à travers 6 grandes dynamiques égotiques différentes, centrées sur la tête, le cœur et le corps. Et enfin, montrer comment dans chacun de ces cas, la fatigue porte en réalité un message. Et on va commencer par un petit rappel statistique, puisque selon une étude Ipsos, 47% des Français, soit près d'un Français sur deux, déclarent avoir éprouvé au cours des 12 derniers mois une fatigue persistante de 1 à plusieurs semaines. En outre, 27%, soit plus du quart des personnes interrogées, ont déclaré avoir souffert d'une telle période de fatigue à plusieurs reprises. Les femmes, les jeunes, à savoir les 21-30 ans, les travailleurs indépendants, sont les plus enclins à subir ces grosses fatigues. Les inactifs non retraités, femmes au foyer, chômeurs, lycéens et étudiants sont presque autant touchés que les personnes exerçant une activité professionnelle. Il n'y a en fait guère que les retraités qui semblent un peu plus épargnés que les autres par la fatigue persistante. Ces périodes sont difficiles. La fatigue persistante a entraîné pour un quart des personnes concernées, et donc 12% de la population totale, un arrêt de travail ou d'activité. Toutes les catégories de Français, quel que soit leur profil socio-démographique, qu'ils soient actifs, inactifs, hommes ou femmes, sont concernés. Mais les plus touchés sont les moins de 20 ans. La fatigue se traduit de différentes façons. La fatigue des plus jeunes, donc les moins de 20 ans, induit le plus souvent une baisse de la motivation, tandis que pour les personnes âgées, elles éprouvent le besoin de se reposer. Alors que les actifs, eux, ils vont souffrir plutôt de troubles du sommeil. Et les résultats de cette étude, ils datent des années 2000, donc avec la crise économique et sociétale, les conflits mondiaux et leurs répercussions, je vous laisse imaginer ce qu'il en est de la situation aujourd'hui. La première, c'est que toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées, et la seconde, c'est que ça n'est pas directement le niveau d'activité qui conduit à ressentir de la fatigue. Donc si on se base sur ces observations, il ne nous reste plus qu'à explorer deux domaines qui nous réunissent tous, à savoir le biologique et le psychique. Alors avant d'aborder la dimension psychique, il y a un autre rappel qui s'impose. La fatigue persistante n'est pas un simple problème mental, tel qu'on pourrait le régler avec quelques prises de conscience ou des bonnes résolutions. Il y a plusieurs familles de facteurs biologiques qui sont largement documentés. L'alimentation pro-inflammatoire, une consommation régulière d'ultra transformés, de sucre rapide, d'huile végétale et raffinée, et parfois associé à un manque de protéines de qualité, et également de micronutriments. Tout ça entretient un état d'inflammation de bas grade. Et à moyen terme, cet état se traduit souvent par une sensation de lourdeur, de lenteur, de baisse de la vitalité. Également à checker le fonctionnement thyroïdien. La thyroïde, c'est cette petite glande qui agit comme une pédale d'accélérateur pour le métabolisme. En cas d'hypothyroïdie ou de maladie auto-immune touchant la thyroïde, on observe fréquemment un ralentissement général, une difficulté à se réchauffer, une prise de poids ou au contraire une perte, une fatigue qui ne cède jamais au repos. Il y a également les carences et les déséquilibres nutritionnels, donc des carences en fer, en vitamine B12, en vitamine D ou alors en magnésium, qui peuvent provoquer des troubles de l'absorption intestinale. Tous ces paramètres peuvent contribuer à une sensation chronique d'épuisement. Des troubles du sommeil, l'apnée du sommeil, le sommeil fragmenté, l'endormissement tardif, le manque de sommeil profond. Même avec une durée globale de nuit acceptable sur le papier, la récupération peut être très insuffisante. Il y a d'autres facteurs médicaux, les infections chroniques, les maladies auto-immunes, je l'ai déjà dit, les effets secondaires de certains médicaments, les troubles hormonaux plus généraux qui ont un lien avec le cortisol, l'insuline, etc. Tout ça, ça vient s'ajouter au tableau, et il est important de le redire clairement. Une fatigue intense et prolongée, inhabituelle, surtout lorsqu'elle s'accompagne d'autres symptômes, type perte de cheveux, troubles digestifs, essoufflement, variation de poids et douleurs, justifie une consultation médicale et des examens appropriés. La suite de cette vidéo ne se substitue pas à ce travail-là, elle s'intéresse à ce qui reste souvent en arrière-plan, c'est-à-dire la façon dont le psychisme, au travers de ses mécanismes de protection et d'adaptation, peut lui aussi entretenir ou aggraver la fatigue. Donc une fois les causes médicales explorées ou en parallèle, la fatigue prend une autre dimension.
Dans de nombreux discours, on remarque une tendance à transformer un signal corporel en un jugement moral, type je suis faible ou tout m'épuise. Et ça masque la diversité réelle des mécanismes en jeu. La fatigue, dans cette perspective, peut être abordée comme un indicateur de surcharge, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle. C'est un signal que certains modes de fonctionnement égotiques sont poussés trop loin, trop longtemps, et souvent un rappel que tout un pan de soi-même est mis de côté. Un besoin, un centre de fonctionnement, une forme d'expression. Alors parler de dynamique égotique, ce n'est pas insulter ou disqualifier la personne. C'est simplement nommer le fait que pour se sentir en sécurité, aimée, légitime ou en contrôle, elle a développé des automatismes qui ont un coût énergétique. Pour comprendre ces coûts, il est utile d'introduire une distinction simple mais puissante, celle des 3 centres. Donc là, je vais vous parler de la hiérarchie des 3 centres, tête, cœur et ventre. On peut considérer qu'une personne interagit avec le monde à travers 3 grandes portes. Le centre mental, qui est la tête. Il analyse, il anticipe, il structure, il élabore des scénarios, il cherche la cohérence, la compréhension et la prévisibilité. Ensuite, le centre émotionnel, c'est lui qui perçoit la valeur, l'estime, le lien, le regard d'autrui. Il se préoccupe de l'amour, de la reconnaissance, de l'appartenance. Et enfin, le centre instinctif, lui, qui gère l'action concrète, les limites, la puissance, la mise en mouvement. Il ressent le oui-non corporel, la sécurité, le territoire, l'élan spontané. Chez chacun, ces 3 centres ne sont pas utilisés de façon équilibrée. On observe généralement un centre dominant qui donne le ton, un centre de support qui assiste, et enfin un centre relégué qui est partiellement censuré, mis de côté ou sous-utilisé. Et ce qui épuise très souvent, c'est l'hyper-sollicitation du centre dominant. C'est l'hyper-compensation du centre de support et l'absence de soutien du centre relégué. Autrement dit, une partie de soi travaille sans relâche, tandis qu'une autre reste verrouillée. Et la fatigue, dans ce cadre, elle devient le reflet d'une architecture interne déséquilibrée. Et je vais maintenant vous donner 6 configurations fréquentes où la fatigue est la conséquence directe de ces dynamiques. Une première dynamique que j'ai décidé de vous présenter, c'est celle qu'on pourrait appeler le justicier intérieur infatigable. Dans cette première configuration, le centre instinctif et le mental ou l'émotionnel de l'autre côté s'allient autour d'une idée centrale. Le monde devrait être comme il faut, correct, droit. Alors les caractéristiques générales chez les personnes concernées, ça va être qu'elles se reconnaissent souvent dans plusieurs éléments, notamment un sens aigu du devoir et de la responsabilité, une attention permanente aux erreurs, aux incohérences, aux injustices, une difficulté à accepter l'imperfection, et y compris la leur. Le centre instinctif se met en tension, la posture corporelle est contractée, il y a une difficulté à se détendre pleinement, la vigilance est presque continue sur ce qui pourrait être mieux fait. Le centre mental, lorsqu'il est en première ligne, renforce ce mouvement, il y a une rumination sur ce qui aurait dû se passer autrement, une recherche de la bonne façon de faire et des élaborations sur les règles, les normes, les principes. Alors comment cela produit de la fatigue ? Le mécanisme peut être très efficace dans certains contextes, il soutient la rigueur, l'éthique, la fiabilité, mais à long terme il consomme énormément d'énergie. Chaque situation devient une sorte de test moral ou technique, ce qui est assez bien pour la plupart ne l'est pas pour ces personnes. Le monde extérieur est perçu comme une succession de choses à corriger. La fatigue provient alors de la tension chronique dans le corps, de la lutte intérieure contre la frustration et de la difficulté à s'accorder des moments de relâchement sans culpabilité. La phrase « tout m'épuise » signifie alors souvent « tout ce qui est bancal, imparfait ou injuste me sollicite et je ne parviens pas à laisser passer ». Deuxième dynamique, c'est celle qu'on pourrait appeler celle du sauveur en surcharge permanente, centrée sur le cœur et soutenue par l'instinctif ou le mental de l'autre côté. Le besoin central n'est pas l'ordre, mais le lien. On observe généralement chez ces personnes une grande disponibilité apparente pour les autres, une tendance à anticiper les besoins d'autrui, une difficulté à dire non, à poser des limites claires. Le centre émotionnel scrute en permanence des réactions, les signes d'acceptation ou de rejet. Lorsque l'instinctif se met en support, le corps suit, donc avec des services rendus, des tâches supplémentaires, des ajustements pratiques au bénéfice des autres. Lorsque c'est le mental qui prend ce rôle, les pensées se focalisent sur l'interprétation des signaux, la crainte de déplaire et l'anticipation des réactions. À court terme, ce fonctionnement, il facilite les relations. Ça fait que les autres perçoivent souvent ces personnes comme chaleureuses, présentes, aidantes. Mais à long terme, la fatigue s'installe. Une partie importante de l'énergie est consacrée à surveiller le climat relationnel, à deviner les besoins, à se rendre disponible, souvent au détriment de ses propres besoins fondamentaux. La sensation d'épuisement est renforcée lorsque la réciprocité n'est pas au rendez-vous. Et là, les personnes aidées, elles mesurent pas vraiment l'effort fourni et le besoin de reconnaissance, il n'est pas satisfait. La fatigue ici, elle signifie souvent je porte émotionnellement plus que ce que mon système peut assumer et je n'ose pas me retirer ou me protéger. La troisième dynamique, c'est celle qu'on pourrait appeler celle du performeur en burn-out silencieux. L'énergie se concentre sur la capacité à faire, à atteindre et à produire. Le comportement caractéristique des personnes concernées, c'est qu'ils ont tendance à structurer leur vie autour d'objectifs,
de projets, de résultats. Et il valorise également la performance, la productivité, l'impact visible, le fait de transformer très vite une nouvelle activité en un challenge ou en un levier de progression. Le centre instinctif fournit l'élan et la puissance d'action, tandis que le cœur, lui, se met au service de l'image, avec un besoin d'être reconnu pour ses accomplissements. Une grande importance est accordée au regard extérieur et il y a une difficulté à se sentir suffisant sans résultat tangible. Alors comment la fatigue se construit? Ce fonctionnement il est particulièrement adapté au contexte compétitif. Cependant, il présente un coût caché. Le rapport au corps devient instrumental, il doit suivre, tenir, produire, et le ressenti profond tel que la fatigue réelle, le désintérêt ou le besoin de ralentir, lui, il est relégué au second plan. Le repos lui-même peut être perçu comme un outil à optimiser, plutôt qu'un espace gratuit. La fatigue apparaît alors sous plusieurs formes, donc il y a une baisse progressive de la motivation, un sentiment de rouler à vide et une difficulté à trouver du sens en dehors de la performance. Dans cette dynamique, le tout m'épuise signifie souvent je ne sais plus exister en dehors de l'action et les ressources qui alimentaient cette action sont en train de s'épuiser. La quatrième dynamique, c'est celle qu'on pourrait appeler celle de l'hypersensible en surcharge émotionnelle. Donc cette autre configuration fréquente, elle se caractérise par une très forte ouverture du centre émotionnel, d'un côté, associée à un ancrage moins stable dans l'instinctif. Alors parmi les traits principaux, on va avoir le fait que ces personnes se décrivent souvent comme ayant une grande réceptivité aux ambiances, aux atmosphères et aux non-dits. Il y a également une sensibilité accrue aux injustices, aux incohérences, aux contradictions. Ils ont une vie intérieure très riche, parfois marquée par la mélancolie ou la nostalgie. Le cœur capte et amplifie les nuances émotionnelles, et lorsque le mental s'ajoute, il cherche à comprendre, à analyser, à mettre des mots. Mais le ventre, donc l'instinctif, lui, il ne fournit pas toujours une base suffisamment solide, avec des routines stables, un ancrage physique et des actions structurantes. Ce type de fonctionnement, il présente de nombreux atouts. Il y a une capacité d'empathie, une finesse de perception, une richesse créative qui est vraiment hors norme. Mais c'est un fonctionnement qui s'accompagne également d'un risque de surcharge. Une conversation apparemment anodine peut être perçue comme très dense. Une simple journée exposée à des stimuli émotionnels multiples laisse un sentiment de trop-plein. Et le besoin de retrait pour traiter ce qui a été ressenti est important. La fatigue, elle va s'installer lorsque cette profondeur n'est pas canalisée, lorsqu'il y a une absence de cadre pour exprimer, transformer ou symboliser les émotions, lorsqu'il y a une absence de passerelle également vers l'action concrète. Et il y a également une tendance à rester dans le ressenti sans passage à une autre forme, de type écriture, création ou décision simple. Ici, le tout m'épuise signifie souvent chaque contact avec le monde me charge émotionnellement et je n'ai pas les structures nécessaires pour digérer cette intensité. La cinquième dynamique, c'est celle qu'on pourrait nommer par le veilleur du danger en hypervigilance. Dans cette configuration, le centre mental y domine largement et il est orienté vers la détection des risques, des pièges et des imprévus. Donc les particularités chez ces personnes-là qu'on va pouvoir observer, c'est qu'on remarque notamment une tendance à envisager spontanément les scénarios négatifs possibles, un besoin fort de garantie, de preuves, de réassurance. Il y a un rapport ambivalent à la confiance, que ce soit dans les autres, dans les institutions et parfois en soi-même. Le mental, il va élaborer des hypothèses, imaginer des issues, tenter de parer à l'incertitude en anticipant. Le cœur, il peut amplifier la dimension anxieuse par la peur du rejet, de la trahison ou de l'abandon. Et le ventre, lui, il reste souvent en tension, prêt à réagir plutôt qu'à se détendre. En réalité, c'est un système en alerte permanente. Dans certains contextes, cette vigilance, elle est précieuse. Elle protège, elle évite des erreurs grossières, elle permet d'identifier des dangers réels, mais appliquée à l'ensemble de la vie quotidienne, elle devient source d'épuisement. Il y a vraiment une impossibilité de débrancher mentalement. Le sommeil il va être parasité par les ruminations. Il y aura une difficulté à se sentir en sécurité, même en l'absence de menaces objectives. Et dans ce cadre-là, la fatigue, elle reflète une consommation constante d'énergie psychique pour anticiper des événements qui n'auront jamais lieu. Il y a une incapacité à s'autoriser pleinement des zones de non-vigilance. Tout m'épuise se traduit alors par chaque situation est potentiellement problématique et mon système fonctionne comme si j'étais en permanence sur un champ de bataille, même en environnement neutre. Et enfin, la sixième et dernière dynamique dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est celle qu'on pourrait nommer le médiateur qui s'éteint progressivement. Donc cette dernière configuration qu'on va aborder ensemble, elle concerne celles et ceux qui évitent le conflit presque à tout prix, et qui, pour préserver la paix extérieure, mettent de côté leur propre présence. Le profil global qu'on observe ici, c'est une tendance à minimiser ses besoins, ses préférences, ses désaccords. Il y a une inclinaison spontanée vers le compromis, parfois au point de se nier. On note également une propension à dire « comme tu veux, ce n'est pas grave », même lorsque quelque chose les dérange réellement. Le centre instinctif, qui devrait soutenir l'affirmation de soi, est partiellement désactivé. Le cœur, il va rechercher l'harmonie, et la tête, elle peut s'évader dans des distractions, des rêveries, des pensées qui éloignent du réel.
La fatigue ici, elle va provenir de l'effacement, hein. Elle va pas venir d'une hyperactivité visible, mais d'un effort constant à l'intérieur pour ne pas déranger. La colère, elle est refoulée, les désaccords sont avalés et les frustrations s'accumulent sans trouver d'expression. Le corps finit par porter cette charge silencieuse sous forme de lourdeur, d'inertie, de manque d'élan, de difficulté à initier des actions pour soi-même. Dans cette dynamique, la phrase « tout m'épuise » signifie souvent « je suis fatigué de ne pas exister pleinement, fatigué de supporter sans réagir, fatigué que mes propres envies soient systématiquement reportées à plus tard ». Et donc finalement, ce qu'on peut voir comme point commun pour chacune de ces typologies que je vous ai présentées, c'est un centre en surchauffe et un centre sacrifié. Ces 6 dynamiques égotiques, elles semblent très différentes, hein. Ici, le sens du devoir, là, le besoin d'aider, ailleurs, la course à la performance, plus loin, l'hypersensibilité, la vigilance ou l'effacement. Pourtant, elles partagent une structure commune. Un centre dominant qui tourne en sur-régime, que ce soit la tête qui anticipe tout, le cœur qui se préoccupe de tout le monde, ou le ventre qui agit sans relâche, ou au contraire se fige. Avec en second un centre de support qui tente de suivre, le corps qui exécute ce que la tête exige, le mental qui organise au service d'un besoin émotionnel, ou l'inverse. Et enfin un centre relégué qui ne joue plus son rôle d'équilibre. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si vous étiez assis sur un tabouret à 3 pieds et qu'il y en ait un qui manquait. Nécessairement, ça crée un déséquilibre et on se casse la gueule. La fatigue est alors le reflet de cette architecture interne. Elle signale qu'un système conçu pour fonctionner à 3 étages n'en mobilise plus que 2, voire un seul en continu. C'est pourquoi maintenant je vais vous donner quelques pistes de réinterprétation de la fatigue. Sans donner de solution miracle, c'est pas le propos de cette vidéo, quelques pistes se dégagent néanmoins de cette lecture. Déjà la première, c'est d'identifier le sureffort dominant. Pour certains, il s'agit de corriger en permanence, pour d'autres de porter les émotions des autres, et pour d'autres encore de performer, de veiller ou d'éviter les tensions. Déjà, mettre des mots sur ce sureffort invisible est souvent le premier pas. Ensuite, on va essayer de repérer le centre sous-utilisé. Par exemple, une personne très mentale gagne à revenir au corps et au ressenti brut. Une personne très émotionnelle gagne à renforcer la structuration mentale ou l'ancrage corporel. Une personne très axée sur l'action gagne à rouvrir des espaces d'émotion ou d'analyse plus posés. Et surtout par rapport à ça, je vous invite à relativiser le jugement moral, parce que la fatigue, ce n'est pas forcément un signe de paresse ou de faiblesse. Mais c'est souvent l'indicateur qu'un certain mode de survie psychique a atteint ses limites. Dans ce contexte, le changement n'a pas besoin d'être spectaculaire. De petites modifications, que ce soit des limites posées de temps, de retrait assumé, ou des activités sans enjeu, des moments de présence au corps. Tout ça, ça peut déjà réduire la pression sur le centre sursollicité. Alors on le voit bien, la fatigue chronique, aujourd'hui, c'est un motif récurrent de plainte. Biologiquement, socialement, psychiquement, tout concourt à augmenter la charge pesant sur les individus. Du point de vue développé dans cette vidéo, la fatigue face à tout, le fameux « tout m'épuise », elle n'est pas uniforme. Elle se décline en de multiples versions selon la dynamique égotique dominante et la hiérarchie des centres. Chez certains, elle parle de rigidité morale poussée à l'extrême, chez d'autres de sacrifices relationnels silencieux, chez d'autres encore de surinvestissement dans l'action, de surcharge émotionnelle, d'hypervigilance ou d'effacement de soi. Dans tous les cas, elle peut être entendue comme un message, le message d'un système qui a fonctionné longtemps selon une logique donnée et qui arrive aujourd'hui à bout de souffle. Et pour celles et ceux qui souhaitent accéder directement au contenu synthétique des informations contenues dans cette vidéo, j'ai mis à votre disposition une fiche récapitulative, une sorte de cheat code qui vous est proposée dans la description de cette vidéo. Elle contient un résumé des 6 dynamiques égotiques et présentée pour chacune la manière typique dont la fatigue se manifeste avec le centre dominant et le centre relégué, ainsi que les pistes d'exploration pour faire baisser cette fatigue chez vous. Cette fiche est disponible via le lien indiqué juste en dessous dans la description. Et vous, quelle est votre expérience personnelle avec la fatigue? N'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Et si vous éprouvez de la fatigue lorsque vous devez créer spécifiquement quelque chose, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.